Bienvenue dans la troisième et dernière vidéo du 13e, chapitre du programme Crystal Clear Electronics. Dans les deux premières vidéos, nous avons rassemblé tous les sujets d'électrodynamique nécessaires pour comprendre comment fonctionnent les moteurs. Avec ces connaissances, nous avons construit un moteur à courant continu avec un collecteur et des balais. Nous avons également compris le rôle du stator et du rotor dans la génération du couple du moteur. Maintenant, voyons tout cela en pratique. Oui, bienvenue. Danny. Ici, vous pouvez voir notre petit modèle réalisé par Danny. C'est un moteur fonctionnel, conçu de manière à ce que tout ait l'air bien. Peux-tu nous dire à quoi servent ces deux aimants? Bien sûr! Aux deux extrémités, nous pouvons voir les aimants permanents qui génèrent le champ magnétique du stator. Oui, ce sont des aimants permanents. Nous pouvons les imaginer comme des lignes de force qui vont d'un aimant à l'autre, mais malheureusement, elles sont invisibles. L'important, c'est que les bobines de la partie rotative se trouvent dans ce champ magnétique. Ai-je raison? Oui, c'est exact. Et parlons un peu plus du fait qu'il y a 4 bobines ici. Pourquoi pas 2? Pourquoi 4? Oui, comme mentionné précédemment, avoir plus de bobines dans le moteur aide à le faire tourner plus doucement. C'est parce que avoir seulement 2 bobines peut faire que le moteur saute de manière sporadique, alors qu'avec plus de bobines, il y a toujours un couple suffisant pour faire fonctionner le moteur en douceur. Donc ce que tu dis, c'est que ça fonctionnerait avec 2 bobines, ces deux-là en particulier. Ça fonctionnerait, mais ce serait saccadé. Ça pourrait être irrégulier. Montrons aussi qu'il y a un état où, nous en avons beaucoup parlé, s'il n'y avait que 2 bobines, alors il y aurait un état où il n'y aurait pas de couple sur celui-ci. Ce qui est, dans mon interprétation, l'état où la boucle est comme ça. Alors, il y a une force comme ça sur l'un, et une force comme ça sur l'autre, et ça ne tournera pas. Le couple n'existe que lorsqu'il est légèrement décalé de cet état. Le couple maximum sur ces 2 bobines est lorsqu'elles sont perpendiculaires au champ magnétique. Je l'ai bien pris dans le programme, n'est-ce pas? C'est tout à fait correct. Cela clarifie aussi le phénomène que lorsque tu le branches, il se peut qu'il ne démarre pas tout seul et qu'il ait besoin d'un petit coup de pouce. Je pense qu'il a besoin d'une petite pause parce que cela se produit parce que lorsque tu le branches, le champ magnétique peut ne pas être assez fort pour générer le couple nécessaire pour démarrer le mouvement. Pouvons-nous démontrer cela? Veuillez le brancher. Et nous pouvons voir que rien ne se passe. Mais si tu pousses légèrement, ça commence à tourner. Nous avons dit qu'il y a un concept ici appelé moment angulaire. Donc maintenant, la partie rotative a un moment angulaire, ce qui l'aide à toujours passer par ce point où il n'y a pas de couple sur elle. Alors, ça oscille tout seul et puis, soudain, il a de nouveau du couple. Et pour être sûr qu'il obtienne toujours du couple dans la bonne direction, c'est un commutateur fait maison, fait d'un ressort, d'un autre ressort et d'un fil très fragile. Eh bien, ça vaut la peine de l'examiner de plus près. Le fait est que le commutateur change toujours la tension aux bobines d'une manière différente, toujours à l'envers, de 180 degrés. Maintenant, passons à un moteur qui fonctionne et qui est une machine de bateau d'atelier. Dans Le Monde, tu peux voir le dispositif? Tu as pu voir cette tondeuse à bord en action dans la vidéo précédente? Tu peux voir le moteur décomposé en pièces ici. En partant de cette direction, tu remarqueras un morceau d'essieu qui a été scié. Nous pouvons retirer le mouvement rotatif de ce joint d'arbre. C'est intégré comme ça. Cette petite pièce noire est intéressante, car il est crucial de considérer comment le moteur est fixé à la structure dans laquelle tu l'utilises. La partie stationnaire du moteur est, bien sûr, boulonnée à la structure. Voilà comment ils ont été assemblés. Et à l'intérieur de la partie stationnaire, peux-tu le montrer à la caméra, s'il te plaît? Et il y a 2 petits aimants à l'intérieur. Je pourrais vous montrer le reste. Ils interagissent avec la partie rotative. Le rotor, dans ce cas, est déjà un rotor cuit. C'est pourquoi les bobines sont noires au lieu d'être en cuivre. C'est là qu'il prend de la place. Et ce que nous pouvons voir est à... Et ce que vous pouvez voir, c'est une petite pièce en plastique.
C'est en fait un ventilateur qui a fondu à cause de la chaleur, mais vous pouvez voir qu'il y a de petits espaces sur le côté du boîtier. Cette petite pièce tourne, mélange l'air et l'introduit dans le moteur, le refroidissant. Et enfin, il y a le collecteur, qui, comme nous l'avons dit, est le cœur du moteur. Sans ça, le moteur ne pourrait pas fonctionner. N'ayez pas peur de l'ajouter. Ils sont en train de le serrer et... Le collecteur a des ressorts qui maintiennent les balais en place, et si vous regardez les balais, vous pouvez voir qu'ils sont assez neufs, donc ils ne sont pas très usés. Ce moteur ne fonctionne plus, donc c'est suffisant. Donc, il doit y avoir un autre dysfonctionnement qui empêche ce moteur de fonctionner. Eh bien, il a un enroulement brûlé. Voilà comment ce petit moteur est assemblé. Il a la même structure que ce modèle de barre de lancement, ou le premier moteur à courant continu créé par Anios Jedlik. Donc, la structure n'a pas beaucoup changé. Une fois de plus, nous avons l'occasion de voir notre structure en morceaux. Maintenant que nous avons examiné les composants du moteur plus en détail, passons au sujet suivant. D'accord. Nous pouvons maintenant nous appuyer sur nos connaissances précédentes sur le contrôle des moteurs à courant continu avec quelques concepts de base. Nous allons nous concentrer sur 3 points principaux. Notre première question est comment contrôler la vitesse et le couple d'un moteur à courant continu. Deuxièmement, nous allons aborder la question des moteurs alimentés en courant alternatif. C'est essentiel, car dans les foyers, nous n'avons pas de courant continu. Nous avons une tension de 50 Hz à 230 watts dans les prises. Nous utilisons pour alimenter nos moteurs efficacement. Et la troisième partie est vraiment assez intéressante. Troisièmement, nous allons examiner un type de moteur relativement courant qui n'a pas besoin de commutateur mécanique. Alors, examinons la question de la vitesse et du couple. La vitesse d'un moteur à courant continu à aimant permanent est proportionnelle à la tension appliquée, et son couple est plus élevé lorsque le courant dans les enroulements est plus élevé. 3. Les roues tournent, la direction de rotation. La direction de rotation peut être changée en inversant la polarité de la tension d'alimentation. Il est essentiel d'ajuster le moteur dans les limites fixées par le fabricant pour éviter d'endommager quoi que ce soit. Ces limites sont généralement indiquées sur le côté du moteur, ou via un numéro de type que nous pouvons utiliser pour trouver les informations nécessaires sur Internet, Informations nécessaires. comme la tension et la puissance maximale. Ceux qui sont malins et se souviennent des chapitres précédents pourraient savoir qu'il est également possible de calculer le courant admissible à partir de ces valeurs. Cela fournira des données qui sont proches des valeurs réelles. Dans le passé, la puissance était mesurée en chevaux-vapeur. Égalité entre les sourds. Une façon simple d'illustrer comment régler la vitesse avec la tension est de prendre le ventilateur de votre kit et de l'alimenter à partir d'un banc de laboratoire ou même d'un diviseur de tension à potentiomètre. Nous nourrissons le pot multiple affamé. Nous allons expliquer cela avec un moteur légèrement plus grand. Veuillez régler la vitesse à un niveau bas. Augmentez la tension progressivement et vous verrez une augmentation des tours par minute. Nous l'ajustons maintenant à 2 volts. C'est une vitesse relativement basse. L'important, c'est que maintenant, le moteur est à vide et qu'il n'est pas chargé par autre chose que la résistance de l'air. Combien de courant pouvons-nous lire maintenant? Environ 0,4 A. Pour démontrer ce que nous avons déjà mentionné, à savoir que l'augmentation du courant peut augmenter le couple, nous allons réaliser un test. Tu sais, garde-le, j'étais là hier soir. Je se tire. Tout d'abord, je vais appliquer un peu de friction pour ralentir le moteur. Ensuite, nous utilisons la tension pour ramener la vitesse à la valeur de vitesse à vide. Veuillez augmenter la tension. Maintenant, le moteur tourne à peu près à la même vitesse. Mais quel est le courant? Nous pouvons immédiatement mesurer 2A. Oui, donc vous pouvez voir que lorsque le courant est élevé, le moteur peut générer.
beaucoup de couples. Je pense que nous pouvons nous arrêter maintenant. Merci beaucoup. Passons à la deuxième question de la vidéo d'aujourd'hui. Focus sur moteur alimenté en courant alternatif. Aussi connu comme engins universels, nous avons probablement beaucoup pensé aux moteurs électriques qui alimentent nos objets du quotidien, comme les mixeurs de cuisine ou les perceuses, qui sont alimentés par la prise murale. Peut-être avez-vous déjà entendu dire que ces appareils contiennent également des moteurs à courant continu, c'est-à-dire des moteurs à courant direct. Comment est-il possible que le moteur à courant continu dont nous avons parlé fonctionne avec une tension alternative? Il peut également fonctionner sous stress. J'ai effectivement pensé à cette question aussi. Pour ce faire, considérons d'abord ce qui se passerait si nous connectons un moteur à courant continu à aimant permanent conventionnel au réseau de 50 Hz. Le courant dans le conducteur changerait de direction 100 fois par seconde, peu importe la position du commutateur et quel enroulement était sous tension. Sous pression. Le résultat de cela est... En conséquence, la force sur le conducteur ferait également que le rotor essaierait de tourner dans la direction opposée 100 fois par seconde. Ainsi, il n'y a pas de force de rotation directionnelle constante, et notre machine ne fonctionne pas sur une alimentation en tension alternative. Pratiquement. Comme ça ne marcherait certainement pas dans un tel cas. Cependant, si nous changeons la polarité du champ magnétique stationnaire en même temps que le courant alternatif change de direction dans les enroulements du rotor, la force résultante pointerait toujours dans la même direction, permettant au moteur de tourner. Pour y parvenir, nous devons utiliser des électroaimants dans le stator, au lieu des aimants permanents, et connecter leurs enroulements en série avec les enroulements du rotor à travers le commutateur. De cette façon, le courant change en même temps dans le stator et le rotor, garantissant que le couple a une direction constante. Waouh, c'est génial! C'est la raison du nom moteur universel. Oui, c'est triste que nous n'ayons pas inventé cette solution nous-mêmes. Enfin, voyons comment remplacer un commutateur mécanique basé sur le contact par balai que nous avons vu précédemment. Si nous éliminions le contact glissant, la durée de vie du commutateur augmenterait, car il n'y aurait pas de balai ni de poussière métallique, ce qui endommagerait autrement les bobines. Je pense. Il est acceptable de plier les fils. C'est donc un sujet passionnant à considérer. Jouons avec l'idée de ce qui se passerait si nous construisions notre moteur à courant continu, avec des aimants permanents sur le rotor, Magna, secoue-le. et le stator étant l'enroulement lui-même. Vous voulez dire, retournez votre moteur à courant continu familier et placez des aimants permanents sur le rotor, et le stator serait enroulé, exactement comme vous le dites. Dans ce cas, la commutation mécanique n'était pas possible. Mais nous pourrions activer et désactiver les tensions des bobines avec des switches. Cette idée a conduit au développement du moteur à courant continu sans balai, ou moteur CC sans balai, Moteur à courant continu. J'aime. aussi connu BLDC, qui a des aimants permanents sur le rotor et des électroaimants dans le stator. Avec la commutation effectuée par un circuit de contrôle externe, la figure montre l'intérieur d'un moteur BLDC. Nous connectons la tension CC aux bobines du stator certain ordre, Le magnétisme du radio est un retour attiré. que le champ magnétique résultant essaie de faire tourner les aimants du rotor dans la direction des lignes de force. Mais avant que cela ne se produise, nous commutons la tension vers la bobine suivante. De sorte que, comme des lévriers de course après un lapin, le rotor court après le champ magnétique qui tourne autour sans jamais l'atteindre. Mais, pour cela, le circuit de commutation doit connaître la position actuelle du rotor. Sinon, il ne saurait pas quelle bobine activer. La partie tournante du moteur est plus précise. Cela, la position. Par conséquent, les moteurs BLDC ont toujours besoin d'un capteur de position pour fonctionner. Le modèle BRDC a différentes caractéristiques physiques. Le design physique d'un moteur BLDC peut être varié. Vous pouvez trouver à la fois des conceptions outrunner et inrunner, ce qui signifie quelle partie du moteur tourne réellement et laquelle est fixée à quelque chose.
Oh, l'emplacement de l'arrivée était limité à un type plat de... Lorsque l'espace disponible est limité, un design plat est utilisé, avec un stator et un rotor en forme de disque mis ensemble. Ça a l'air vraiment bien. En raison de leur conception plus sophistiquée, ces moteurs devraient être un peu plus chers, mais aussi plus précis. Pour conclure les 3 vidéos sur ce sujet, voyons où et comment les moteurs CC sont utilisés. Des moteurs linéaires très coûteux peuvent être trouvés dans d'innombrables applications. On peut trouver des moteurs CC conventionnels dans diverses applications, comme des jouets, des vannes, des robots, des électroniques de voitures ou des tondeuses à gazon. Peut-être d'un aspirateur de jardin? Les moteurs BLDC sont également couramment utilisés dans la vie quotidienne. Les moteurs BLDC entraînent des ventilateurs et des disques durs dans les ordinateurs, mais des moteurs BLDC haute puissance sont également utilisés dans les véhicules électriques et les applications industrielles. Comme vous l'avez mentionné, un moteur BLDC avec un contrôleur est, bien sûr, plus cher qu'un moteur CC traditionnel avec balai. Cependant, sa durée de vie est plus longue car il n'y a pas d'usure mécanique sur les balais, pas de poussière de carbone, et sa fiabilité et son efficacité sont également supérieures. Il peut être contrôlé de manière plus précise en raison de l'absence de commutation mécanique. Ils sont couramment utilisés dans des applications à grande vitesse où une action précise est cruciale. Maintenant que nous comprenons enfin comment notre locomotive électrique et notre voiture de course électrique de notre enfance fonctionnaient, nous pouvons remplacer les piles jetables par des rechargeables, la télécommande pour le contrôle électronique du moteur, le moteur à courant continu pour un moteur haute puissance et concevoir notre propre voiture de course électrique. Un grand merci à Benz pour ses paroles encourageantes et son aide avec le DC. Chapitre sur les moteurs. Merci de votre attention. À bientôt dans de prochaines vidéos. Merci à Ambrose pour ses explications. C'était un plaisir pour moi de faire partie de la vidéo. Je lui souhaite bon courage pour le reste des chapitres. N'oubliez pas, vous pouvez toujours télécharger le programme au format PDF depuis Crystal Clear Electronics, EU, ou en hongrois depuis kristaelectronica.eu. Vous pouvez trouver l'application mobile pour les plateformes Android et iOS sous le même nom. Suivez-nous sur Facebook et à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.